C'est bien sûr la mort dans l'âme que je vous ai demandé, mais non, passionnant. Deux interrogations que je formule à voix haute. Je laisserai peut-être à Jean-Alain Ayrault le soin de répondre peut-être à la première. C'était de savoir si au fond ce pôle de compétitivité ne participe pas d'une sorte de communauté pratico-systémique, hein, c'est bien ça. Et l'autre question à laquelle vous pourrez répondre, mais plus à l'occasion des questions de la salle, vous avez entamé votre propos en convoquant la notion d'imaginaire. Et je m'interrogeais sur l'intérêt et la pertinence qu'il y aurait à évaluer. Hein, vous avez terminé votre propos. Oui, merci Maurice Catherine de nous avoir rejoints. Terminez votre propos par la manière d'évaluer les effets sur le territoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des indicateurs, disons, qualitatifs, subjectifs, quelque part, qui permettraient d'apprécier la manière dont ce type de pôle concourt à asseoir, alors je mets des guillemets, une sorte d'identité métropolitaine, à conforter les acteurs dans leur sentiment d'appartenance à un territoire métropolitain. Je ne sais pas si ma question fait sens, mais vous y répondrez. En deux mots, Jean-Alain Ayrault, est-ce qu'on a un spécimen de communauté pratico-systémique? Oui, épistémique, décidément. Bon, alors, je pense qu'on peut analyser avec les concepts de communauté des effets qui sont recherchés par la construction des pôles de compétitivité. Ce que l'on cherche à faire, c'est plus que simplement mettre des acteurs en réseau, par exemple des entreprises, des centres de recherche ou de formation publique, etc., etc., et puis des entreprises de types très différents, bon, industriels, des services aux entreprises, des types, etc. Bon, c'est plus que ça, c'est lorsque l'on essaye, on veut créer un vrai écosystème. Et donc, alors, dans l'écosystème, ce qu'il y a, c'est pas simplement un réseau, par exemple un réseau d'entreprises. Le territoire va être caractérisé par diverses couches de tas de réseaux différents qui interfèrent entre eux et entre lesquels des communautés peuvent se développer. Où on peut avoir le chercheur d'une entreprise, le chercheur public, ou à la limite aussi quelqu'un qui n'est pas un institutionnel de la recherche, dont c'est peut-être le violon dingue, mais qui est capable d'avoir des idées. Ces gens-là peuvent créer une communauté. Maintenant, est-ce que cette communauté est épistémique ou est-ce que ce sont simplement des communautés de pratique? Il faut garder. Pour que ce soit vraiment une communauté épistémique, il faut qu'on soit très en amont dans la recherche. Épistémique, c'est quand même l'épistémé, c'est-à-dire la connaissance pour la connaissance. À la limite, dans les communautés épistémiques, on se fiche des applications. Mais il se trouve que de temps en temps, si on trouve des choses nouvelles, ça peut avoir des applications dans des domaines insoupçonnés. Alors, juste pour répondre à la question initiale, en vraiment 2 secondes, que vous avez posée, c'est quel est le rapport avec les métropoles? Et c'est peut-être ça qui fait la différence avec un... alors, peut-être que la région de Nantes commence à avoir, pas une masse critique, mais une masse variétale. C'est pas un problème d'économie d'échelle, c'est un problème d'économie de variété. Il est clair qu'à Londres ou à Paris, voire à Berlin dans certains domaines, on a une immense variété de communautés différentes, à la fois épistémiques, de pratiques. On a un nombre considérable d'institutions de tout ordre, privées, publiques. Tout ce monde-là est pas loin les uns des autres, peuvent se rencontrer au café ou ailleurs. Bon. Lorsqu'on a affaire à un milieu innovant qui est plus éloigné, on peut avoir des effets de réseau, voire des effets de communauté efficaces, mais on ne peut pas avoir la palette complète de tous les types de communautés qui sont nécessaires pour faire passer l'idée nouvelle éventuelle. J'imagine que ça appelle des réactions. On fait quand même un tour vers la salle pour voir s'il y a des interventions. Tiens, un monsieur là au premier rang qui va se présenter. Alain Bourdin. Oui, moi je suis tout à fait passionné, je ne veux pas non plus faire déraper le débat sur une question seulement, mais je suis tout à fait passionné par cette histoire de communauté. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans une notion comme communauté épistémique. Tu viens de dire, la communauté épistémique, on ne s'intéresse pas aux résultats, aux applications, ouais et non. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à une lecture autre que par le monde de la connaissance des résultats, mais on s'intéresse quand même à l'opérationnalité. Donc on est sur des frontières qui sont des fois beaucoup plus ambiguës qu'elles en ont l'air. Dans le discours, elles sont très claires, mais dans la réalité, elles sont beaucoup plus ambiguës. Mais ce n'est pas tellement là-dessus que je voulais t'interroger.
c'est justement sur quelque chose que tu viens de dire à l'instant. Dans le propos, et d'ailleurs dans le propos de Christophe aussi, je trouvais une espèce de demi-absence. Quand on parle de communauté, qu'elle soit épistémique ou pratique, ou quand on parle des lieux dans la triple hélice, des lieux où on se rencontre, bon, comment ça naît, ça? Et plus précisément, le comment ça naît, que tu viens d'aborder un petit peu, le comment ça naît, c'est pas seulement la question des institutions, c'est la question des entrepreneurs. Et quand je réfléchis à ce que je vois autour de moi, je me dis, voyons, je vois beaucoup de gestionnaires de dispositifs, dans les pôles de compétitivité ou ailleurs, je ne vois pas beaucoup d'entrepreneurs de fabrication de communautés, par exemple. Et alors là-dessus, est-ce qu'il y a des réflexions ou des résultats? On aura relevé que c'est une question de sociologue. Hein. Christophe... Bah, il a dit welcome aux sciences sociales tout à l'heure. Alors je me précipite. Voilà. Jean-Alain et puis Christophe. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Merci de me l'avoir posée. je vais y réfléchir. J'ai pas de réponse directe. J'aimerais quand même répondre à la première question qui t'intéresse moins. C'est-à-dire, les communautés épistémiques, bien entendu, ont dans leur propre champ des volontés d'opérationnalité, etc. Et ils crachent ni sur le pouvoir, ni sur l'argent, ni etc. Si la communauté épistémique de la physique fondamentale décide qu'il faut inventer le concept du boson de Higgs, et qu'à travers ça, on attrape des agendas de recherche fantastiques, qu'on peut attraper des milliards, en disant « Oh, si vous nous financez, on va trouver le boson de Higgs, et avant les Américains, etc. » Donc, la communauté, à un moment, dit « Voilà, on va se vendre à nous, ça, ce concept, et on va aussi après le vendre aux autres. » Et ils sont très très forts, hein, les physiciens. Bon, alors après, comment est-ce que ça se passe par exemple sur un pôle de compétitivité Transition, Christophe. Bien, je dirais que ça dépend des pôles de compétitivité. Je dirais globalement, ce type de dispositif, ce type d'institution, ce type d'organisation est utile puisqu'elle répond à un besoin. Après, il faut que ça fonctionne et que la dynamique, notamment entrepreneuriale, se développe. Hein. Encore une fois, l'histoire que j'ai racontée est à partir d'un pôle qui nous a fait bon accueil, qui nous a donc permis de faire le bilan de leur activité. On aurait bien aimé avoir accès à des pôles où notamment il y a beaucoup plus de création de start-up, hein, je pense aux biotech, et on aurait eu un modèle et un rapport au territoire certainement très différent. Alors après, sur la question de l'imaginaire, bon, qu'on soit bien d'accord, l'économie de la connaissance a une composante réelle qu'on peut mesurer en termes d'emploi, en termes de fonction. C'est tout à fait clair, on peut mettre en rapport avec certaines évolutions. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle mobilise les systèmes d'action publique. Alors, les pôles de compétitivité en sont un, mais il y en a bien d'autres. De là à dire que ça crée de l'identité, je pense que c'est peut-être aux acteurs de considérer que c'est un dispositif ou que c'est quelque chose qui fabrique de l'identité métropolitaine. Avant d'entendre Maurice Catin, je souhaite m'assurer qu'il n'y ait pas de questions dans la deuxième salle. Quelqu'un peut-il me faire signe? C'est bon, Maurice Catin. Je voudrais compléter ce qui a été dit, encore une fois, par l'évaluation des résultats des pôles de compétitivité. Moi, j'ai fait l'analyse sur le pôle de compétitivité mer, hein, qui est essentiellement implanté dans l'aire toulonnaise, lié bien sûr en partie à l'industrie de défense, militaire, et notamment la base de sous-marins, etc., avec Brest, les deux grands pôles en France, mais aussi à travers des études récentes qui ont été faites par différents chercheurs sur justement l'évaluation de ces pôles depuis 2005, avec une méthodologie rigoureuse, hein, selon leur entrée en fonction, etc., et leur évolution. Alors, sans entrer dans le détail, je dirais que ce qu'on a pu constater, c'est que ces politiques, globalement, ont eu un effet positif
sur l'emploi, sur la production, la rentabilité, sur les exportations vers l'étranger, et plus ou moins sur les dépôts de brevets. Le problème, c'est que l'analyse a été menée à la fois sur ce qu'a dit justement l'exposé précédent, a été menée essentiellement sur les PME pour les séparer des grands groupes. Parce que ce qui apparaît, c'est que finalement, les grands groupes sont le noyau dur, et évoluent largement en dehors du territoire, enfin au niveau mondial. Et donc les retombées, évidemment, sont locales, mais ce n'est pas... Alors que les PME, elles, sont complètement confrontées aux problèmes de leur local. Et sur les PME, ce que l'on voit, ça c'est une étude récente qui est parue il y a quelques jours, il faudra le voir dans chaque pôle, évidemment, ça c'est au niveau général, en France, il apparaît que les PME sont les plus liées, dépendantes de la conjoncture. Et en particulier en 2008, 2009 et 2012, 2013, on a une chute là importante dans les pôles de compétitivité qui brouille la perspective. Ce qui veut dire qu'en matière de gestion, c'est un peu ça, du pôle, c'était la question abordée, eh bien, il faut voir aussi les institutions de rattachement, le degré de dépendance décisionnelle, il faut voir l'ancrage au territoire et ce que ça implique, avant de, comment dire, de voir simplement l'émergence des contenus et des équipes qui peuvent fonctionner. Avant de prendre une éventuelle question, je voulais surligner ce que vous disiez. Il me semble qu'effectivement, la difficulté des PME à intégrer les pôles a été amplement évaluée, etc. Mais d'où la question, dans quelle mesure le contexte métropolitain peut adoucir les relations entre les multinationales qui prennent part et puis ces PME qui se sont souvent sentis relégués au second plan. Vous pourrez y répondre, Christophe, mais auparavant, on s'assure qu'il n'y ait pas de questions, ou au contraire, qu'il y en ait eu. Non, Christophe. Sachant que j'aimerais aussi solliciter Magali, si elle le souhaite, moi j'aimerais savoir dans quelle mesure le croisement, la prise en compte de l'existence ou pas d'un pôle influe ou pas sur les dynamiques des systèmes productivo-résidentiels. Je vous laisse peut-être le temps auparavant, Christophe, par rapport à l'intervention de Maurice Catrin. Ce serait dommage, effectivement, que la représentante de la technopole française ne puisse pas répondre. Mais la question est difficile. Alors, sur la place des PME et finalement aussi la capacité des PME à absorber l'innovation. Si je reprends ma casquette de politique publique, on voit bien que l'État, c'est quelque chose qu'il a martelé comme étant, comme d'ailleurs dans la politique de coopération métropolitaine, il ne fallait pas laisser les villes moyennes en dehors, donc là il ne faut pas laisser les PME, les TPE en dehors, il faut qu'elles aient leur place dans la gouvernance. Bon, ça ce sont des directives. Ensuite c'est une question de pratique. Donc effectivement, on peut imaginer des situations métropolitaines où il y a une attention particulière qui est donnée à l'implication possible des PME. Je citais Technocampus en critiquant sa localisation, mais c'est une très bonne idée d'offrir des locaux loués aux PME qui veulent s'impliquer pendant 3 mois à 6 mois dans un projet collaboratif. Magali, sauf si... Non. Oui, j'étais en train de noter quelques petites choses parce que, et c'est bien que tu me donnes l'occasion du coup de parler de mes collègues grenoblois qui ont aussi travaillé sur l'axe économie de la connaissance dans cette équipe POPSU Grenoble avec moi et qui ne sont pas là aujourd'hui et qui ont évidemment creusé ces questions. On était bien évidemment invités à le faire, du rôle de ces pôles de compétitivité, de la diffusion de cette dynamique économique sur les PME locales, mais aussi de la question que tu as posée sur l'identité métropolitaine. Donc on s'est posé ces questions. Alors, premièrement, évidemment, c'est un atout, et tu m'avais posé cette question tout à l'heure. Je pense que le chemin pour Grenoble, qui est très productive, très technopolitaine, le chemin pour devenir ce que j'appelle moi productivo-résidentiel, c'est-à-dire plus équilibré, jouer le jeu, sera possible. Et le message est entendu et des stratégies se mettent en place là-dessus. Le chemin pour Nice, qui est, quand j'ai dit trop d'économie résidentielle tue l'économie résidentielle, le chemin pour Nice, pour justement venir attraper et rentrer
plus dans l'enjeu compétitif sera plus difficile. Donc le pôle de compétitivité et cette base technopolitaine à Grenoble est un atout. Par contre, ça n'a pas suffi à créer une âme métropolitaine. Une âme métropolitaine. Et l'un des débats qui était au cœur de nos recherches, alors sur la partie ville créative, etc., que Charles Ambrosino et Luc Kandinsky ont étudié, c'était justement de travailler sur cette diffusion de la science vers la société. Comment on crée une société de la connaissance? Est-ce que Grenoble est arrivé à ce niveau-là de société de la connaissance et comment la science crée une identité ou pas? Les conclusions ne sont pas si évidentes. On cherche encore justement cette identité métropolitaine à Grenoble. La science est un pilier, mais elle ne suffit pas aujourd'hui à véhiculer complètement une image construite de cette ville. Et puis sur l'effet d'entraînement sur les TPE-PME, alors là c'est Raphaël Besson qui dans sa thèse sur les systèmes urbains cognitifs a étudié ça. Et là aussi, les conclusions sont peut-être moins évidentes que sur Nantes, c'est-à-dire qu'ils montrent que finalement les effets de diffusion ne sont pas si probants que ça. Ils montrent par contre que ces pôles de compétitivité créent les conditions de l'innovation, ils montrent le réel effet sur les activités innovantes, mais l'effet d'entraînement sur le reste de l'économie et sur les petites entreprises locales, industrielles, c'est très industriel autour, ce lien n'est pas si évident. Il n'est pas nul, mais il n'est pas systématique. Alors, voilà, j'ai relevé âme métropolitaine, je le rappelle parce qu'Alain s'était absenté pendant ce moment-là, c'est quand même mieux que l'atmosphère marshallienne. Voilà. Merci Magali. Je sais qu'Elisabeth souhaite dire quelque chose, mais on regarde s'il n'y a pas une question. Deuxième salle. Ah, deuxième salle. La deuxième salle, à vous. Comment l'entend-on? Sylvain, pas de questions dans la deuxième salle. Ah, pas de questions dans la deuxième salle. Très bien. Tout se passe bien du côté de la deuxième salle, néanmoins? C'est parfait. Bon, parfait. Très bien. Elisabeth. Moi, je voulais rajouter quelque chose en vous entendant, Jean-Alain parler de communauté. C'est que dans l'ensemble des travaux qui ont été faits sur PopSU, il y a aussi les aspects d'élargissement de ces communautés dans l'ère de l'innovation à partir des nouvelles technologies, l'informatique. Sylvain me reprochait tout à l'heure de ne pas l'aborder, mais c'est vrai que c'est au cœur, c'est la rencontre entre ces transformations économiques et ces nouvelles technologies. Et dans pas mal d'endroits, dans quelques agglomérations de programmes PopSU, on a un ensemble de travaux qui ont porté justement sur la manière, sur la constitution de nouvelles communautés autour de l'Internet, des nouvelles technologies, des nouvelles industries de l'image, etc. Et je pense que ça c'est aussi intéressant et ça introduit peut-être, ça élargit cette notion de simplement communauté de pratique et communauté épistémique par des communautés d'usage ou des communautés d'échange et peut-être aussi ça a quelques implications sur l'innovation. En tout cas, c'est un espoir dans lequel que pas mal de métropoles mettent. Question. Si j'imagine que Jean-Alain souhaite réagir, mais on prend d'abord la question. Oui, Didier Paris, PopSU Lille. Donc j'entends bien le débat qui est passionnant et c'est vrai que cette question de l'innovation et l'émergence de communautés est vraiment au cœur de la réflexion. Il ne faudrait pas que ça nous amène quand même à sous-estimer le rôle des acteurs publics. Alors il se trouve qu'effectivement, j'ai évidemment l'exemple lillois en tête. C'est vrai que quand on regarde un petit peu, je dirais, la façon dont depuis 15-20 ans, je dirais, une économie industrielle en mutation comme celle de la métropole lilloise a évolué vers de nouveaux secteurs d'activité. Je pense à l'image, je pense au TIC. Le rôle des acteurs publics a vraiment été décisif. À la fois, je dirais, en définissant effectivement des clusters et des filières à développer, mais en articulant ça avec des lieux, à travers des pôles d'excellence, et généralement des lieux qui participaient du renouvellement urbain. Je pense au pôle image dans la zone de l'Union, par exemple. Je pense à Alville-le-Blanc, Aura Technologie. On a beaucoup
vous avez tous des images de cette usine réhabilitée, etc. Donc dans l'ouest de l'île, il y a d'autres exemples. Donc voilà, c'est sûr que toute cette réflexion-là, qui est au cœur de votre débat, est essentielle, mais ne sous-estimons pas le rôle des acteurs publics. Et il y a certains territoires où effectivement, je dirais, on est assez politically lead, conduit par les acteurs politiques. Hein, et l'île est un exemple un peu dans Merci pour cette intervention qui montre le décalage qu'il peut y avoir entre la réception à la tribune, parce qu'au contraire, ces acteurs, on les a entendus. J'avais quand même besoin de savoir ce que vous entendiez par acteurs publics, c'est-à-dire acteurs publics locaux, oui, mais étatiques, et parce que là, ça ouvre vers d'autres interrogations. Oui, ben, je pense que Christophe avait déjà évoqué, donc je suis tout à fait. Évidemment, par exemple, à Lille, je ne sais pas, je peux parler du campus, bon, bah, c'est effectivement une politique nationale et les acteurs se saisissent de ça. Mais au-delà de ça, je veux dire, on a effectivement, je dirais, des acteurs institutionnels locaux, je pense principalement à la communauté urbaine, en articulation avec le monde économique local, hein, qui se sont saisis de sujets, je veux dire, sans attendre des cadres nationaux. Le taux d'image, par exemple, bon, ou effectivement aussi les lycées. L'imaginarium, pardon. Voilà, hein, donc il y a les deux volets. Il y a aussi, effectivement, je dirais, un agenda qui se construit localement, mais effectivement, je dirais, pas avec seulement, c'est pas une vision, je dirais, de l'institution qui dit on va faire ça. Il y a effectivement, je dirais, tout un autre genre avec la sphère économique, la sphère académique, etc. Merci de cette réaction, ça me permet de repréciser un petit peu les choses. Il est clair que le monde de ces communautés et le monde des institutions vivent ensemble. Les uns bénéficient des autres, comme dans tout écosystème. Donc, par exemple, alors là, je suis entièrement d'accord que les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à faire pour créer des espaces dans lesquels vont fructifier et vont être créatifs toutes sortes de communautés. Mais c'est vrai pour les institutions publiques comme pour les institutions privées. C'est-à-dire que les entreprises sont un espace indispensable pour que se constituent des communautés. Simplement, après, ces communautés, elles échappent. C'est-à-dire que la communauté, elle va, par exemple, dans une entreprise, elle va se faire largement, après, en inter-entreprise, sans aucun contrôle des hiérarchies de chacune de ces entreprises. Où vous avez l'ingénieur, je l'ai vérifié il y a déjà une dizaine d'années, avant même, il y a 20 ans même, avant même que je connaisse le concept de communauté, je l'ai touché du doigt dans des interviews industrielles. Je vois un industriel français dans une boîte française dans un site pas loin de Grenoble, et je lui dis comment vous faites pour introduire ces nouvelles technologies électriques dans les industries de process, etc. Il me dit c'est beaucoup plus compliqué que ce que pense la hiérarchie, on a du mal parce qu'il y a des détails, et je lui dis comment vous les avez réglés? Il me dit j'ai téléphoné à un copain, on sort de la même école, lui il est dans une boîte allemande, je lui ai la concurrence, et je lui téléphone comment tu fais toi dans ce cas? Donc ça veut dire que ces communautés-là, ces gens n'existeraient pas s'il n'y avait pas des écoles qui forment ces ingénieurs et s'il n'y avait pas des boîtes pour les employer, mais après, ils fabriquent leur communauté. Et ils ne renvoient pas à la hiérarchie pour savoir comment ils résolvent les problèmes. Alors, voilà, c'est pour dire que ce n'est pas contradictoire. Christophe? Oui, sur l'exemple lillois, je pense que il est aussi spécifique. Enfin, bon, je le connais un petit peu. Grâce à Didier et à ses collègues notamment. Si on prenait d'autres communautés urbaines, d'autres régimes métropolitains, je ne sais pas si l'analyse a été faite dans le cadre de POPSU, on aurait peut-être une modulation de la relation qui tire. Est-ce que c'est le privé qui tire et quel type d'activité économique privée, on en a parlé ce matin, ou bien est-ce que c'est le public? Juste pour conclure, moi, il me semble que l'économie de la connaissance, ça a certes une dimension locale, parce qu'il y a un travail, il y a un réseautage, il y a une collaboration qui a une dimension locale, bien que les TIC posent la question des relations efficaces à distance. Mais c'est aussi un enjeu de société qui est européen, peut-être mondial, mais qui est au minimum européen. Donc je pense que les pouvoirs publics locaux, il faut qu'ils se calent entre cette dimension locale et puis une dimension qui est complètement différente. Et bien articuler ce qui n'est pas simple. Moi, les travaux que j'ai pu mener montrent quand même
qu'il faut affiner l'analyse. Pourquoi est-ce que les fonctions métropolitaines augmentent depuis la crise, depuis 2008-2009, alors que les activités productives s'effondrent? Dans un pôle de compétitivité, on est vraiment là, au cœur de l'exemple. Alors, il faut bien séparer, il faut d'abord voir une chose, c'est que ce que j'ai pu voir, constater, analyser, c'est que le potentiel ne crée pas la dynamique. À Grenoble, il y a effectivement une surreprésentation d'activités scientifiques dans des pôles, en nanotechnologie, etc. À Paris, fortiori. Et pourtant, la croissance est plus faible. La croissance est plus faible de l'emploi et des activités scientifiques, techniques, métropolitaines, etc. Donc le potentiel ne crée pas obligatoirement sa propre dynamique. Premier point. Alors est-ce que c'est dû aux structures productives dans les pôles, ou est-ce que c'est dû à des comportements locaux, pour aller rapidement? Alors, est-ce que ce que l'on voit, c'est que le développement depuis quelques années se fait dans deux secteurs en emploi, se fait dans deux secteurs fondamentaux: les services financiers et je parle des services supérieurs qui peuvent augmenter, les services financiers et effectivement les industries des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, il faut déjà aller voir si le développement se porte sur ces secteurs ou pas, ce qui module déjà le diagnostic que l'on peut avoir. Et si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas persévérer dans ces dimensions-là, mais au contraire, ce qu'il faut voir après, c'est dans cet effet complémentaire, comment ont évolué ces secteurs et pourquoi. Est-ce qu'ils sont plus performants ou pas? Est-ce qu'ils ont mieux résisté ou pas à la crise, etc., etc. Et c'est à ce niveau-là que les politiques économiques peuvent intervenir. Parce que le reste, ça relève d'une dynamique propre, interne, par les économies d'agglomération, les externalités de connaissances au sein du pôle. C'est là que les politiques économiques doivent éventuellement intervenir pour justement permettre soit d'accéder à ces secteurs, c'est-à-dire c'est tout le problème au fur et à mesure de l'évolution des pôles de compétitivité, spécialisation ou diversification. Ça, c'est le problème fondamental. Et puis, dans ce cadre-là, sur les secteurs déjà spécialisés, voir comment intervenir pour améliorer leur performance. Ajuster, etc. Sauf si Christophe veut répondre. Moi, je propose... Ah, Magali. Alors, ensuite, ce que je propose, c'est qu'on poursuive cet échange dans le cadre d'une communauté que je qualifierais gastronomico-éphémère, mais au préalable. Alors là, c'est dur de rajouter les choses. Non, oui, bon, alors juste un point, un conseil de lecture, je l'ai cité tout à l'heure. Dernière publication INSEE première, elle montre ce que dit, elle revient sur ce que propose Maurice Catin, c'est de dire que la dynamique en termes de croissance des régions est beaucoup moins liée à un effet structurel, c'est-à-dire au type d'économie sur laquelle repose l'économie de ces régions, est beaucoup moins liée à cet effet structurel qu'à des effets régionaux, géographiques, locaux, ce qui laisse justement penser que les stratégies de construction des métropoles vont être au cœur des enjeux de croissance, évidemment, de demain. Merci à tous les cinq. Parce que ça n'est qu'un aperçu de vos travaux. Merci également de nous avoir donné la diversité du champ économique. Vous êtes tous économistes, mais vous l'abordez ce champ de manière avec des outils, des prismes différents, ce qui a fait, me semble-t-il, toute la richesse de cette table ronde. Merci encore. Vous restez avec nous, donc on peut espérer vous entendre au fil des débats. Voilà, ne serait-ce que pour la communauté gastronomique. Et on m'a dit que pour aller se rendre à cette fameuse communauté, d'abord il faudra qu'on fasse plus ample connaissance, et il faut suivre. Alors, au fond du couloir, suivre la signalétique, tout simplement.